Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des débats citoyens de l'Occitanie en commun. Et ce soir, nous allons parler d'alimentation. Avec moi en plateau ce soir, pas un, mais deux vice-présidents de la région Occitanie. Vincent Labarthe, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge des questions d'agriculture, bienvenue. Et puis Jean-Louis Cazobon, bonjour. Bonjour. Vice-président en charge de l'agroalimentaire et de la viticulture. Et puis, merci à vous deux d'être avec nous. Et puis, pour parler de ces questions, trois invités en visioconférence. Alexandre Fox, bonjour. Bonjour, vous dirigez l'association Les Belles Gamelles. Vous nous expliquerez un petit peu de quoi il s'agit. Nicolas Bricaz, vous êtes chercheur socio-économiste de l'alimentation au CIRAD à Montpellier. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour. Et puis Christelle Record, vous êtes éleveuse en Ariège à Beauloup. Bienvenue et merci d'être avec nous. Alors avant de vous donner la parole, je vous propose qu'on regarde une petite infographie avec quelques chiffres clés. On peut voir notamment que l'agroalimentaire est le premier employeur régional avec plus de 160 000 emplois en Occitanie. L'Occitanie est première région viticole, deuxième région agricole de France. Elle est aussi première région bio de France, première région également en produits sous signe officiel de qualité. Et enfin qu'on y sert 40% de bio dans les cantines des lycées. Sur ces chiffres d'abord, Jean-Louis Cazobon, si vous ne deviez en retenir qu'un, ce serait lequel ? Je vous dirais que j'ai envie de les retenir tous, parce que ça dénote l'importance de ce secteur qu'est l'agriculture, l'agroalimentaire et l'alimentation derrière. Ça, c'est la première étape, le socle. Et ces jours-ci, on a tenu les assises régionales de la distribution. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait 58 000 emplois dans la distribution. Alors certes, il n'y a pas que des produits alimentaires dans la distribution, mais c'est quand même l'essentiel. Et puis, il y a tous les commerces de bouche, de détail, boulangerie, boucherie, charcuterie, tout ce que vous connaissez. Donc ça veut dire que c'est quand même un secteur primordial de l'économie occitane. L'alimentation a été élevée au rang de grande cause régionale en Occitanie. Ça veut dire quoi et ça découle de quoi ça ? Mais ça découle, c'est par rapport à ces chiffres, le constat qui a été fait, puis nous nous sommes rendus compte, et notamment la présidente, elle m'a confié l'animation, si je puis dire ça, en termes d'élus de ce thème de l'alimentation. Ça découle par rapport à tous ces chiffres, c'est une préoccupation majeure de nos concitoyens. Ça, c'est une réalité. Ça vient, c'est leur préoccupation. Et bien sûr, on se nourrit 3 fois par jour au quotidien. Et alors, ensuite, quand on s'alimente, on ne fait pas que se nourrir. C'est toute cette économie qui est mise en route. C'est les emplois, c'est les produits à partir du moment où ils sont transformés et consommés. Dès qu'on va au plus près du consommateur, on génère de la valeur et on génère bien entendu l'emploi dans toute la région qui est réparti harmonieusement. Vincent Labarthe, comment on devient la première région bio de France ? Ça passe par quoi ? Ça passe par une politique ambitieuse, soutenue, et puis ça passe aussi par une animation et un pouvoir de conviction qui doit être fort. Donc je suis très heureux qu'on puisse avoir ces chiffres aujourd'hui. Maintenant, il faudra poursuivre l'effort sur le bio, mais aussi sur d'autres secteurs, parce qu'il ne faut pas non plus opposer les agricultures. Donc on est en train de mettre en place un modèle d'agriculture durable sur lequel on va accompagner sur une période de transition en fait, les agriculteurs qui voudront s'engager sur un changement de modèle. À propos d'agriculture, on a une agricultrice avec nous ce soir, Christelle Record. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous produisez et surtout quelles sont vos méthodes de production ? Bonsoir, merci de l'invitation. Donc, je suis éleveuse sur la commune de Beauloup. J'ai un troupeau de 40 mères. Je travaille seule sur l'exploitation. Je suis en race Limousine et Brune des Alpes et je produis du veau sous la mer, donc un produit qui part de l'exploitation, un produit fini de qualité, qui part en partie à Rungis et pour une petite partie en direct sur l'exploitation. Vous êtes en vente directe et indirecte donc ? Exactement. Il y a trop de production sur l'exploitation. Enfin, il n'y a que 40 veaux, mais ça fait une trop grosse production pour les couler en direct. Et donc, je préfère faire aussi profiter les Parisiens, puisque ça part essentiellement à Rungis. Sur cette vente directe, est-ce que vous avez constaté, je ne sais pas, un changement de comportement des consommateurs depuis le début de la crise ?
Alors chez moi, sur la vente directe viande, je ne trouve pas de changement de consommation parce que j'avais des clients, et qui ont continué. Mais par contre, là où il y a un changement, c'est, au moment du confinement l'année dernière, j'ai créé un drive qui aujourd'hui vit toujours, qui, représente 86 producteurs et 750 références. Et là, effectivement, on voit les changements. Alors, vous parliez tout à l'heure de grandes causes régionales, l'alimentation, je dis oui, mais c'est une préoccupation majeure, oui, mais ça l'était et ça n'est plus aujourd'hui forcément, du moins ce n'est pas, heu, on ne le voit pas de la même façon, sur le consommateur. Il ne vient pas aussi facilement chez nous qu'il est venu pendant le confinement. Une dernière question là-dessus sur la production, bien produire. Est-ce que c'est à la portée de tous, de tous les agriculteurs? Alors, je reprends ce qu'il a dit, monsieur le vice-président tout à l'heure, c'est, surtout ne pas opposer les systèmes, mais bien produire. On peut bien produire en raisonné, on peut bien produire en bio et on a vraiment un cadre de vie qui nous permet de bien produire, alors oui, on peut. Vincent Moi, Labarde. je Oui. suis en bio, mais et je travaille avec des personnes qui sont en conventionné et c'est possible. Vous connaissez très bien le monde agricole, qu'il s'agisse du bio, des pesticides, des circuits courts, diriez-vous, qu'il y a un vrai mouvement de fond sur ces sujets, en d'autres termes, que les mentalités, les modes de production sont clairement en train d'évoluer. La relation agriculture, alimentation, santé est de plus en plus prégnante. Mais d'un autre côté, on a aussi beaucoup d'agriculteurs, et c'est heureux, qui souhaitent changer le modèle, en finir avec l'agribashing et trouver à la fois un modèle plus vertueux, mais qui doit être rémunérateur. Parce qu'on est là dans une économie. Si cette économie ne peut pas fonctionner, forcément, les systèmes vont s'écrouler. Donc il faut qu'au niveau de la région, on puisse accompagner ces changements de modèle qui doivent répondre à un certain nombre d'enjeux, notamment le réchauffement climatique et tout ce qu'on subit en ces termes-là, mais également se rapprocher le plus vite possible des attentes sociétales qui sont effectivement de plus en plus fortes, pour certaines d'ailleurs très très ambitieuses, mais nous avons aussi la chance, vous l'avez vu tout à l'heure, d'être première région d'Europe en production sous signe de qualité. Nous en avons plus de 260 et l'Europe à elle entière en compte que 1300. Donc nous avons du pain sur la planche et des actions à mener. Jean-Louis Cazobon, question simple, manger, c'est s'engager aussi? Oui, effectivement, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, manger, on peut considérer aujourd'hui que c'est un acte citoyen. À présent, manger, il faut qu'on mange, il ne faut pas que ce soit anxiogène. Et en clair, en Occitanie, on a toutes les productions qui sont capables de répondre, comme disait madame à l'instant, on peut répondre à tous les souhaits des consommateurs aujourd'hui en Occitanie. L'Occitanie, c'est une mosaïque de terroirs. Et c'est à la portée de tous, de tous les consommateurs? De s'alimenter, je pense que oui, on est capable de fournir une gamme de produits qui répondent à des éléments de santé, environnement. En Occitanie, on est capable de ça. On peut se targuer d'être la première région bio et première région sous signe officiel de qualité, comme disait Vincent à l'instant, c'est vrai. Mais le revenu des producteurs, il est quand même dans le peloton de queue. Et pour aller chercher une valeur ajoutée, et je pense que cette qualité des produits, justement, quand on parle de produits de qualité, je préside l'Institut régional de la qualité alimentaire. Les 260 produits aujourd'hui, il y a une communauté qui s'est créée de consommateurs. Il y a 8500 consommateurs qui font partie des calivores. Donc ça veut dire qu'ils s'intéressent à ça et on a une carte à jouer pour passer réellement un pacte entre le consommateur et le producteur. C'est ce que nous essayons de bâtir, cette relation agriculture-alimentation au niveau de la région Occitanie. Les deux sujets sont évidemment très liés. Alexandre Fox, vous avez justement voulu mettre le bien manger à la portée de tous. Vous avez fondé, je l'ai dit, l'association Les Belles Gamelles. Vous pouvez nous expliquer brièvement en quoi ça consiste? Donc, au départ, ça s'est fait par hasard. C'était une trentaine de restaurateurs qui voulaient venir en aide à la première ligne, donc aux soignants. Ensuite, petit à petit, on s'est orienté vers la détresse alimentaire qu'il y avait dans les rues. Et aujourd'hui, on va plus vers les quartiers. Et donc, cette idée de bien manger pour tous devient une évidence aujourd'hui et compliquée. Et en parlant avec des gens des quartiers de Toulouse qui disent on préférait payer 50 centimes de plus le prix de la tomate pour avoir une tomate qui ne pourrisse pas en 24 heures dans le frigo. Et donc, il y a une vraie problématique et un vrai combat à avoir là-dessus pour que ce bien manger pour tous puisse vraiment
arriver chez tout le monde. Il y a- Et je pense que pour ça, le plus important, c'est le local, en effet, quelque part plus que le bio. C'est vraiment, vraiment réunir, enfin, faire la jonction entre les producteurs et les consommateurs. Et ces consommateurs ne sont pas obligatoirement les consommateurs du centre-ville de Toulouse qui ont les moyens, mais c'est aussi les gens de quel que soit le quartier qui ont ce vrai désir de manger correctement. Il y a de vraies inégalités quand on parle du bien manger. Bah, c'est ce que j'ai réalisé il y a 2-3 semaines en mettant les pieds pour la première fois dans les quartiers. C'est que finalement, à la fois sur l'aide alimentaire, et là, évidemment, il y a une problématique à laquelle répondre quand on passe de 11 000 à 22 000 bénéficiaires de l'aide alimentaire, mais il y a aussi sur les marchés. Et donc, en effet, il faut que ce ne soit pas les produits achetés au cul du camion sur lesquels les marges sont peut-être aussi importantes que celles qu'on a sur les marchés de centre-ville, mais tout le monde a envie de bien manger. Il y a une vraie... Et je pense qu'il y a de vraies réponses en termes de santé publique, en termes de respect, en termes de paix sociale à travers la nourriture. Et c'est ce qu'on essaie de faire à Belgamel aussi, où on met vraiment l'accent sur la participation des bénéficiaires de l'aide alimentaire qui viennent travailler chez nous. Et il y a un an, on nous expliquait non, mais vos légumes, on n'en veut pas. On préférait avoir des pâtes en sauce. Et le fait de faire venir travailler ces gens, ces bénéficiaires de l'aide alimentaire chez nous et leur faire travailler un chou, un produit qu'ils n'avaient pas l'habitude de connaître, et ben finalement, ils reviennent dans leur communauté, ils utilisent ce produit et ils sont capables de l'expliquer. Donc, il y a aussi une partie éducation par rapport au produit qu'on peut leur offrir. Votre ambition maintenant, quelle est-elle? Offrir à davantage de personnes la possibilité de bien manger, encore plus? Oui, bah, nous, c'est de pérenniser. Si déjà on peut faire 500 repas par jour, on est ravis. Nous, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qui se fait dans l'aide alimentaire. C'est pas grand-chose. On a 30 chefs qui sont derrière. Toutes les semaines, il y a un chef différent qui vient cuisiner un plat avec des réfugiés, avec des stagiaires, avec des gens qui ne sont pas du tout professionnels de la cuisine. Et c'est en effet à la fois cette idée d'éducation et oui, ce qu'apporte la nourriture. Souvent, je fais le parallèle avec la musique. C'est un langage commun et je pense qu'il faut utiliser l'alimentation. Enfin, c'est bénéfique sur plein de niveaux. Jean-Louis Cazobon, je vous pose à peu près la même question. Est-ce qu'on a tous les mêmes chances de bien manger? Et disons qu'il faut s'y employer pour avoir tous les mêmes chances. Je pense que c'est à la portée de tous, mais il a lâché un mot, c'est-à-dire éducation, formation. Déjà aussi au niveau de la consommation, au niveau du consommateur, éduquer les enfants dans les écoles. En clair, le produit, on ne le trouve pas dans le rayon ou du supermarché ou du commerçant. Il a été produit, élevé, transformé. Il y a toute une éducation à faire. De même, bon, Vincent peut-être parlera dans les lycées agricoles, c'est de sa responsabilité. Je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, dans notre région, on est capable de bien manger. Quand on offre 40% de bio dans les cantines, c'est une forme de justice alimentaire aussi. Oui, aussi, c'est dire, voilà, on peut le faire au niveau du collectif. On peut dire que la région, le conseil régional a mis les moyens aussi pour cela. Mais après, dans le gradient, dans la gamme de produits que nous avons, on ne mange pas pareil au quotidien. À midi, moi, je n'ai pas mangé comme si je mangeais avec des amis. Quoi qu'aujourd'hui, ça n'arrive pas souvent. Mais bon, cette convivialité, on ne mange pas de la même manière quand on est avec des amis dans une fête ou un moment de convivialité. Ou quand on n'a pas le temps et qu'on est au travail. Vincent Labarthe, l'agriculture doit-elle inévitablement se transformer, encore une fois, sans opposer forcément les modes de production? Et si oui, le fait-elle assez vite? Écoutez, l'agriculture, elle a fait beaucoup de choses assez vite, comme vous dites. Pas forcément dans la précipitation, parce qu'il n'y a pas de temps. On est dans le monde animal, dans le monde végétal, donc il faut le temps que ça pousse, il faut le temps que ça se conforme. Quand on veut changer les modèles, on passe souvent par de la génétique, etc. C'est du temps long. Donc il faut qu'elle s'adapte, mais il faut aussi que notre société s'adapte. Et peut-être que si elle apprenait à moins gaspiller, elle aurait les moyens de se payer une alimentation meilleure. Rien que ce levier peut paraître un levier très intéressant et on le mesure très bien dans les restaurations collectives où est-ce qu'on a cette marge qu'on est en train d'essayer de réduire en termes de gaspillage et d'utiliser en termes de moyens. Et je vous assure que ça change beaucoup de choses et ça nous permettrait de consommer beaucoup mieux.
Nicolas Bricas, je rappelle, vous êtes socio-économiste de l'alimentation au CIRAD à Montpellier déjà. Quel regard le chercheur que vous êtes porte sur ces nouveaux modes de consommation, le bio, les circuits courts? Effectivement, on peut dire une vraie attente sociétale pour un changement du système alimentaire qui soit à la fois moins destructeur de l'environnement, comme il l'est parfois, qui soit plus équitable et qui rémunère mieux les gens qui travaillent et qui nourrissent la population, c'est-à-dire d'abord les agriculteurs, qui donne la santé, qui donne du plaisir et qui permettent de garder du lien social. L'alimentation, c'est une façon de vivre ensemble. Et repenser notre système alimentaire, c'est une façon de repenser notre société. Il y a une forte attente de la population, on le voit dans toutes les enquêtes, partout, quel que soit les niveaux de vie. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a une grande partie de la population qui n'a pas forcément toujours les moyens d'accéder à un système alimentaire plus vertueux, on va dire, dans tous les sens du terme. Et qu'on a un accroissement des inégalités sociales et qui s'est aggravé avec la crise. C'est un des grands changements de cette dernière. Justement, la crise a-t-elle changé quelque chose structurellement ou il s'agit d'un épiphénomène? C'est difficile de savoir quelles vont être les conséquences de cette période particulière qu'on vit depuis un an, avec un certain nombre de restrictions liées au confinement ou au couvre-feu, pour savoir quels vont être l'effet de cette période, de cette dernière année sur nos comportements alimentaires de demain. Ce qu'on voit très clairement, c'est qu'on a une explosion des difficultés d'accès à l'alimentation d'une grande partie de la population. Ça se voit au travers de l'explosion de la demande en aide alimentaire, mais beaucoup plus généralement, on voit bien qu'il y a une plus forte tension chez beaucoup de consommateurs à très faible pouvoir d'achat sur la question des prix qui devient surdéterminante. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on voit clairement. La deuxième chose, c'est qu'on sent qu'il y a une prise de conscience que le système alimentaire ne va pas tout seul. On a vu la question de la main-d'œuvre, on a vu la question des changements, des fermetures de certains magasins, des queues qui se sont allongées pendant le confinement. Les consommateurs ont pris conscience que le système alimentaire, il ne va pas de soi, il ne va pas tout seul, et qu'en fait, il suppose une organisation. Donc, il y a une plus grande attention sur la façon dont ça se passe. Les consommateurs. Maintenant, très concrètement, oui, je vous laisse finir, allez-y. Allez-y. Et le dernier point peut-être qu'on voit apparaître, c'est quelque chose qui a émergé, qui change pas mal les données du système alimentaire, c'est la distribution et notamment le recours à la commande Internet, qui devient une nouvelle façon aujourd'hui tout à fait émergente, encore très marginale, hein, il y a très peu de gens encore qui achètent, mais ça augmente assez vite. Et quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays du monde, on voit du coup que ça peut être très transformateur du système alimentaire. Ça permet à la fois à des tas de gens de se mettre à travailler dans le système alimentaire et de pouvoir vendre via la commande Internet. Ça remet en cause aussi la prédominance de certains acteurs dans le système alimentaire. Donc, il y a quelque chose qui bouge au niveau de la distribution. Au niveau des consommateurs, le mot d'éducation a été lâché tout à l'heure. Brièvement, est-ce que vous pouvez nous dire, faut-il enseigner, éduquer au bien manger? Oui, bien sûr, mais on ne peut pas faire que ça. Si vous voulez changer les comportements alimentaires, ça ne suffit pas d'expliquer aux gens qu'il faut changer leur comportement. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez que les gens se mettent à faire du vélo dans la ville, ça ne suffit pas de leur dire que le vélo, c'est bon pour l'environnement et que c'est bon pour la santé. Il faut aménager des pistes cyclables partout, sécuriser et mettre de quoi attacher son vélo en toute sécurité à n'importe quel endroit et que ce soit la chose la plus facile qui soit de prendre son vélo plutôt que de sa voiture. Et il faut que le vélo devienne une norme sociale. Ça veut dire que tous les gens qui sont des modèles de comportement utilisent le vélo. Ce qui veut dire que ça ne suffit pas de changer ce qu'il y a dans la tête des gens pour changer le système. Et aujourd'hui, si on se met uniquement à essayer de changer ce qu'il y a dans la tête des gens, les gens, ils savent ce qu'il faudrait faire, mais ils n'ont pas forcément les moyens de le faire. Ou alors, c'est compliqué, c'est difficile, ça prend du temps, ça prend de l'espace et ça prend des connaissances. Et donc, on n'y arrive pas. Et donc, on culpabilise ou alors on rejette. Ou alors, on dit, en fait, ce qu'on m'a appris, ce n'est pas possible, ça n'a aucun intérêt. Et donc, je pense qu'il y a un vrai danger à se limiter à imaginer qu'on va changer les comportements uniquement en changeant par l'éducation, la sensibilisation ou l'information. Elle est nécessaire, mais
elle est absolument pas suffisante. Vincent Labarthe, vous êtes aussi en charge de l'enseignement agricole. Le changement des modes de production et de consommation, ça passe aussi par ça, non? Par l'enseignement, peut-être le changement des techniques d'enseignement? Oui, évidemment. D'abord, il s'appuie sur des outils pédagogiques que sont les exploitations des lycées. Il s'appuie aussi sur des programmes qui ont été revus. Il y a un ministre notamment qui a fait beaucoup de travail sur ce sujet-là et je crois qu'on peut l'en féliciter autour de l'agroécologie. Mais il faut encore une fois aller sur les lycées beaucoup plus vite qu'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons en place des tiers-lieux. Donc plusieurs lycées vont en être dotés cette année. L'idée, c'est justement de rapprocher le modèle de production des lycées agricoles des consommateurs en leur offrant la possibilité de se rencontrer, d'échanger autour de la transformation peut-être, parce qu'il y aura des tiers-lieux qui vont transformer, etc. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de faire prendre conscience à cette jeune génération qui demain va être en activité sur les exploitations, qu'elle a en responsabilité finalement bien plus que l'acte de production. C'est la production de biens publics, c'est le fait que le citoyen se sente bien dans son assiette, c'est plein de sujets comme ça qu'il faut aujourd'hui qu'aient à l'esprit nos élèves de lycée agricole. Dernière question, Jean-Louis Cazobon. Vous aimez à répéter que nos emplettes sont nos emplois. Faut rappeler que quand on consomme local, on œuvre aussi pour le maintien de l'emploi local. Oui, bien sûr, quand on cite tous les chiffres là, et c'est vrai, mettre en œuvre ce patriotisme régional de produire, transformer sur place, sortir d'une logique de production de minerais qui s'adresse à des marchés internationaux, il vaut mieux le transformer sur place, faire travailler la main-d'œuvre et aller chercher une valeur ajoutée. Je reviens sur ce que disait M. Bricaz à l'instant, parce que ça c'est important. En Occitanie, il y a 6 millions d'habitants. Il y a 1 million de nos concitoyens qui flirtent avec le niveau de revenu de référence qui est le plus bas. Et effectivement, on ne peut pas produire que pour une élite. On doit produire une alimentation de qualité qui s'adresse à tous. Et c'est ça. Après, ensuite, comment on la trouve? Bon, 70% des gens vont... la consommation se passe au niveau de la distribution. D'où les assises de la distribution pour qu'ils mettent dans leur rayon plus de produits issus de notre région. Et on a une 30% qui souhaitent s'approvisionner sur les marchés plein vent, dans les exploitations, tout ce qu'on appelle le circuit court. Et là, on a mis en place des aides pour acquérir du matériel de froid et tout le matériel nécessaire pour répondre aux normes de qualité et aux normes sanitaires. C'est ainsi que s'achève ce live. Merci de nous avoir suivis. Merci Vincent Labarthe. Merci Jean-Louis Cazobon. Merci également à nos 3 invités qui étaient en visioconférence. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro d'un nouveau live de l'Occitanie en commun. Passez une excellente soirée et prenez soin de vous.